Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast hors série de Canard PC. Alors on va vous présenter le concept du podcast, mais avant, avec qui je suis donc je suis Isual, le rédacteur en chef adjoint de Canard PC. Je suis avec Hélène Ripley, la rédactrice en chef de Canard PC. Salut Hélène. Salut, coucou. Et je suis aussi avec Louis-Ferdinand Sebemaka Agar, le rédacteur de Canard PC et le rédacteur en chef du pavé numérique. Salut. Notre salut, employé polyvalent. Salut. Voilà, il y a d'autres personnes qui écrivent dans Canard PC, hein, il faut le dire quand même. Donc Non, faut pas révéler qu'on a des pseudos. c'est Agar qui fait tout. On est donc dans cet épisode pilote d'un tout nouveau podcast qu'on fait pour remercier nos abonnés Ulule du deuxième palier, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, il est derrière un objectif de don, donc vous l'avez pas encore débloqué, mais on enregistre quand même un épisode, l'épisode un peu de test, l'épisode pilote, pour voir si tout fonctionne, si c'est intéressant. L'épisode où on essuie les plâtres, tout simplement. Voilà, exactement. Également. Arrêtez de vous excuser, ça va être très bien. non, mais voilà, la technique aussi. Et on a donc Monsieur Chat en régie. Donc merci pour vos soutiens du coup sur Ulule. C'est un épisode avec un thème précis, puisque le concept de ces podcasts hors série, ça va être qu'on va parler pas de jeux vidéo, on va parler d'autres choses. Alors ça pourra être des thèmes extrêmement variés, les dauphins, les pieuvres, les poulpes, tous les poissons. Grosse dominante animaux marins, tous les quand même. poissons Voilà, du royaume marin. c'est un podcast que sur les animaux marins. serait tellement du bien. coup, en l'occurrence, pour cet épisode, on va parler de Mad Max. Voilà, alors pourquoi, dans mon conducteur, il y a marqué pourquoi on a choisi le thème Mad Max, mais c'est une excellente question et je vais la poser à Hélène Ripley. Mais quelle excellente question, et merci de me mettre sous le feu des projecteurs. Non, mais déjà, de manière générale, on a tendance à faire des digressions hors jeux vidéo qui portent quand même souvent sur le cinéma, mais bon, aussi plein d'autres sujets différents. Mad Max, c'est une franchise qui est qu'on connaît, en tout cas tous les trois, dont on avait envie de parler tous les trois, et qui résonne en plus avec une actualité, avec la sortie récente de Furiosa, qui certes fait un flop total au box-office et est passé quand même globalement inaperçu, mais mérite, je pense qu'on s'écharpe dessus au moins pendant 1 heure. Ouais, et complètement, et on va parler de plein de sujets liés à Mad Max, ça va être assez intéressant, mais d'abord peut-être, avant même de parler de Mad Max Furiosa, peut-être je voulais vous demander c'est quoi votre rapport justement à cette franchise, comme tu l'as dit, c'est quoi votre plus lointain souvenir, votre premier souvenir de Mad Max, c'est quoi, Agar? Alors moi, c'est marrant, c'est que je m'en souviens qu'il passait à la télé, alors je sais plus lequel c'était probablement le 2 ou le 3. Il passait, donc 82 ou 85, hein, le 2 et le 3. Et il passait à la télé dans la fin des années 80, début des années 90, et mon père était tombé dessus, il m'avait dit « Oh, c'est trop bien, c'est Mad Max et tout ». J'avais trouvé ça assez marrant, parce que déjà, je pensais pas que c'était trop le genre de truc que regardait mon père. Et en plus, il y avait le côté un peu western, voilà, je pense qu'il lui plaisait pas mal. Et moi, je m'étais dit « C'est quoi ce truc bizarre avec des gens dans le désert, machin ?» Et c'est resté un peu mon impression de Mad Max pendant mon sentiment sur Mad Max jusqu'à très longtemps. Jusqu'à en fait que j'allais voir Fury Road au cinéma, dont je parlerai beaucoup parce que je tiens ce film en très haute estime. Et ce qui fait qu'après, ça m'a amené à me réintéresser plus en détail à Mad Max. Donc je suis arrivé sur le tard, en fait. Mais je veux dire, j'ai peut-être connu Mad Max de façon un peu par capillarité, parce que c'est un film, on va en parler aussi, sans doute Julie pas mal, c'est un film qui a une telle influence sur l'esthétique du post-apo qu'aujourd'hui, c'est dur de pas, quelque part, de connaître Mad Max, même sans jamais en avoir vu un seul, quoi. Ouais, de ouf. Et toi, Hélène? Bah, moi, c'est marrant, ouais, j'ai l'impression que ça a été une sorte de... Mon frère était excessivement fan, mon grand frère, qui est très porté sur le cinéma d'action, et je me souviens, enfin, on avait toute une série de VHS à la maison, et j'ai encore le souvenir de la pochette du 2, mais pareil qu'Agar, c'est une franchise que j'ai découvert sur le tard. Enfin, j'ai dû en voir quand j'étais petite, mais c'est assez curieux parce que j'en ai pas de souvenirs extrêmement marquants, alors que j'ai plus de souvenirs dans mon enfance liés à des œuvres très influencées par Mad Max. Je pense à Full Throttle par exemple, qui est Tim Schafer a beaucoup parlé de l'influence de Mad Max sur Full Throttle, et c'est seulement vers le lycée que j'ai commencé à tous les remater dans l'ordre, et je me souviens d'un effet de surprise en rematant le premier, parce que je pense que beaucoup de personnes ont une image de Mad Max qui est
intrinsèquement lié au deuxième épisode, le moment où vraiment la saga prend son envol, mais le premier qui était vraiment placé sous le signe des restrictions budgétaires est très très différent en fait de ce qu'on a pu voir par la suite. Et c'est même pas un film post-apo. Bah oui, c'est ça en fait, ouais. Et c'était une grosse surprise pour moi en fait de recommencer par là. Et ce que j'aime vraiment dans cette franchise, c'est qu'elle a su se renouveler, mais vraiment, enfin j'ai l'impression qu'elle s'est renouvelée. Et ouais, bah 3 fois, 4 fois au moins en l'espace de quelques épisodes. Et j'avais déjà, enfin en tout cas quand j'ai commencé à les remater au lycée, une espèce de fascination pour l'Outback australien, qui est vraiment une toile de fond absolument fascinante. Et mine de rien, il n'y a pas tant de films, je trouve, qui montrent ce côté désolé de l'Outback australien, à part peut-être des films comme Réveil dans la terreur de Ted Kotcheff, mais qui sont pas aussi connus et aussi emblématiques que Mad Max. Et c'est vrai, comme tu disais, c'est marrant, c'est que c'est un film qui est connu pour une esthétique, qui a presque inventé une esthétique qui s'est imposée partout dans le post-apo, et en même temps, le premier film n'avait pas du tout cette esthétique-là. Et ça, je trouve ça assez fascinant, quoi. C'est vrai que c'est le premier très surprenant. Ouais. Moi, je me rappelle avoir regardé juste la VHS du premier, mais j'étais petit, je devais être au collège, et j'avais trouvé ça vraiment nul à chier. Et d'ailleurs, là, en le revoyant pour les besoins du podcast, je confirme, le premier Mad Max, c'est vraiment nul à chier. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais et effectivement, quand tu t'attends à un genre de Fury Road des années 80, tu as une grosse déception, quoi. Et moi, mon rapport à Mad Max, c'est justement, j'ai fait dans le désordre où j'ai pas vraiment regardé les Mad Max quand j'étais petit ou même ado. Et après, en fait, j'y suis venu après avoir joué à Fallout. Et c'est... Alors que Fallout a beaucoup été inspiré évidemment par Mad Max, notamment le 2. Et du coup, c'était un peu ce truc où je voyais un genre de film non officiel Fallout en me disant mais attends, mais les armures là c'est exactement les mêmes, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Voilà, alors que c'est évidemment Fallout qui a tout piqué. Hein. Ouais. Et ok, du coup, l'actu liée à Mad Max, c'est que en ce moment est au cinéma Furiosa Mad Max Saga, donc la suite, le préquel de Fury Road. Donc qui va suivre la jeune Furiosa qui est l'héroïne de Mad Max Fury Road quand elle est enfant, quand elle se fait, enfin voilà, on va évidemment pas spoiler, mais voilà, quand elle rentre un peu dans le monde des guerres de clans post-apo, etc., pour aboutir ensuite à la situation initiale de Mad Max Fury Road. Et donc c'est un film sans Mad Max, sans ce héros. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On l'a tous vu ici, donc on va toujours essayer de pas spoiler, mais alors, c'est même, je sais ce que t'en as pensé, donc peut-être d'abord, Hélène, dis-nous ce que t'en as pensé. On va rester poli. Non, moi, écoute, justement, je pense que c'est peut-être important de préciser les dispositions dans lesquelles je l'ai vu, parce qu'on va parler aussi du fait que le film a été un échec commercial plus tard, mais... Moi, c'est vraiment un soir de désœuvrement, je savais pas quoi faire, donc je suis allée au cinéma et j'ai constaté qu'il y avait Furiosa, qui passait. Enfin, tellement j'avais adoré Fury Road. Je me souviens qu'il y avait eu quand même une énorme campagne marketing autour de Fury Road et que tout le monde en parlait. Furiosa, ça a été beaucoup plus discret, donc j'y suis allée vraiment sans la moindre attente. Tout ce que je savais, c'était qu'on allait retrouver le personnage qui avait été autrefois interprété par Charlize Theron et qu'on allait avoir une sorte d'effet miroir parce que Fury Road, qui était un film qui se déroulait sur une très courte période. Là, on a complètement l'inverse. On a un préquel sur le perso de Furiosa, mais qui lui s'étale sur 15 ans, je crois, entre 15 et 20 ans, et où on retrouve vraiment toute l'histoire de vie de Furiosa dont on ne savait pas grand-chose. En fait, c'était ce personnage ultra fascinant, ultra intriguant dans Fury Road. On ignorait complètement quelle était son histoire. On savait très très vaguement les grandes lignes de son histoire. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé. C'est juste que c'est difficile en fait de le recevoir après Fury Road parce que Fury Road ça a été un tel changement de paradigme pour la saga Mad Max qu'on a un effet de surprise qui s'étiole un petit peu avec Furiosa. Mais j'ai beaucoup aimé justement cette structure en miroir, le fait que ce soit beaucoup moins un film d'action que Fury Road, que ce soit, en fait Fury Road c'est un film d'action qui est ponctué de petits morceaux de backstory, on va dire. Là c'est l'inverse, c'est une backstory complète avec parsemée de scènes d'action. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Déjà parce que ça me prenait complètement à rebours de mes attentes après Fury Road. Le truc que j'ai vraiment, qui m'a vraiment marqué, moi, c'est la performance de l'actrice. Alors c'est vrai que c'est Anya Taylor-Joy qui est souvent mise en avant dans sur les posters, mais la
la personne qui La porte gamine. le film pour moi, c'est Alila Brown. En fait, on a l'impression que George Miller voulait pas utiliser de technologie de de-aging parce qu'il trouvait que ça faisait un petit peu chelou. Et, enfin, quiconque a vu The Irishman pourrait que lui donner raison. Et donc, ils ont fait une espèce de mélange un peu bizarre où en fait, on a le visage d'Alila Brown, donc la jeune actrice qui est mélangée à celui d'Anya Taylor-Joy, à un pourcentage différent à différents degrés du film. Disons qu'on voit plus la gamine au début et plus le temps avance, plus c'est Anya Taylor-Joy. Mais je trouve que l'actrice est ultra épatante. En fait, elle arrive à transmettre énormément d'émotions sans décrocher quasiment. Enfin, elle décroche quasiment aucun mot pendant tout le film. Et moi, je suis d'accord avec toi. En voyant le film, je me disais, mais pourquoi c'est pas elle qui est sur les affiches, d'autant qu'elle est vraiment les 2/3 du film, c'est la gamine, quoi. Donc. Ben oui, c'est ça. Bon, beaucoup moins bankable qu'Anya Taylor-Joy, j'imagine, quoi. Mais... Oui, sans doute, oui. Ok, et donc, allez, c'est parti. Agar, la Hiltonaise. Moi, j'ai pas trouvé ça bon, en fait. J'ai vraiment pas trouvé ça bon. Alors, après, c'est vrai, comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est que Mad Max, c'est une série, on en parlera peut-être aussi, qui n'a pas une continuité qui est classique dans la plupart des films ou des séries, des sagas maintenant, dans le sens où Miller lui-même dit qu'il s'en fout de la continuité, ce qui, je pense, est une chose très très bonne, et qu'on doit avoir plus souvent. Et en gros, les films sont aussi très différents. C'est des sortes de... Le film en lui-même, parce que là, ils disent c'est Mad Max saga, parce qu'il n'y a pas vraiment le personnage de Mad Max, mais tous les Mad Max sont un peu des sagas. À chaque fois, l'histoire est racontée par une tierce personne. Il y a un côté un peu légende orale du Wasteland sur lequel il joue beaucoup. Ouais. Et du coup, c'est des films qui sont très différents. Et c'est vrai que, par exemple, on prend Mad Max 2, qui est quasiment la même chose que Fury Road, hein, grosso modo. C'est un peu moins intense, mais c'est une poursuite avec un camion, quoi. Et Mad Max 3, qui est beaucoup plus, donc Beyond Thunderdome, qui est vraiment plus bavard aussi, et à mon sens moins bon. Et là, c'est un peu pareil. On a l'impression que, bon, j'exclus un peu le premier, on l'a dit, il est bizarre, mais enfin, il est un peu à part. Mais en gros, il y a un Mad Max qui est vraiment très orienté action, qui est vraiment un pur spectacle visuel. Suite à ça, il y en a un qui est plus bavard, et là, on retrouve un peu la même chose. Et alors, moi, le problème, c'est que j'arrivais avec les attentes, comme tu dis, de Fury Road, et je pense beaucoup de gens. Attends, pour toi, celui-là, c'est le bavard ou le action? Pour moi, c'est un bavard. Fury Road était 1 sur 2. Le 2 était action, le 3 était bavard, le Fury Road était action, Furiosa est bavard. Okay. Et je crois vraiment que c'est un... Moi, le problème, c'est que alors, il y a un biais, c'est que, objectivement, c'est pas un mauvais film. Le jeu d'acteur est très bon, il y a quelques plans absolument magnifiques. Enfin, George Miller, il sait faire des images, hein, ça, il n'y a aucun doute. Mais il y avait quand même des particularités dans Fury Road qui en faisaient, à mon sens, et je pèse mes mots, un des plus grands films de tous les temps. Pour moi, c'est un truc que je joue au même niveau que Aguirre, que Aguirre, Citizen Kane, 2001 l'Odyssée de l'espace. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Fury Road, enfin là-dessus, on est d'accord. Fury Road est un très grand film d'action. Ouais, moi, mes références, c'est plus des films comme Aguirre, comme Fitzcarraldo, comme Apocalypse Now, qui sont vraiment des films qui reposent un peu sur la même idée, c'est-à-dire, c'est un voyage. Tu prends une personne ou un groupe de personnes, tu les fous dans un véhicule, ils traversent un territoire hostile, et tu vas explorer toute la condition humaine, quasiment sans un mot, dans ce voyage-là. Et c'est un film qui arrivait vraiment à faire ça absolument brillamment, en prenant à contre-pied quasiment tous les codes du cinéma d'action hollywoodien, c'est-à-dire, c'était plus du tout de la CGI, il n'y avait pas du tout de petits... Il y en a quelques-uns, mais très peu de one-liners, des punchlines, des trucs comme ça. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dites avec très très peu de mots et juste des regards. Ça, c'est un peu un truc qu'on retrouve dans Furiosa, mais quand même beaucoup moins. Il n'y avait pas du tout d'attachement au lore. Et ça, c'est un truc typique de Mad Max aussi. C'est qu'à chaque fois, t'as un nouveau personnage, il va dans un nouvel endroit, comme c'est une sorte de mec qui erre. À chaque fois, tu découvres nos personnages. Alors que Furiosa, c'est l'inverse. On se met à faire du lore. On dit, on va retrouver Gastown. On va retrouver le Bullet Farmer, etc. Donc, il y a un côté un peu wink-wink, l'audience, comme dans les préquels Star Wars, tu vois. Et ça donne aussi un peu l'impression qu'il y a aussi dans les préquels et dans tous les films type Marvel et tout, que c'est un film qui est construit à l'envers. C'est-à-dire, le film, il est construit à la fois pour caser des références qui vont faire plaisir aux gens, aux fans de la saga. Typiquement, la scène où on voit Mad Max avec son Interceptor sur une crête là, avec Furiosa en dessous. Une scène qui sert absolument à rien. Oui, pas terrible. Et c'est aussi un film qui est complètement construit à l'envers. Et on sent que le film, à la fin, il arrive avec donc l'enlèvement des épouses, qui est le début de Fury Road. Et un peu comme Rogue One, qui lui, pour le coup, est un bon film, fini avec les plans d'étoiles noires. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ça. Ça donne l'impression que le film, il est construit à l'envers et qu'il est construit en référence à un autre film plutôt que pour ce qu'il peut apporter lui-même. Et justement... c'est l'exercice du préquel. C'est l'exercice du préquel. C'est la limite du préquel. C'est ça. Et donc, dans n'importe quel autre genre de film, je dirais, bon, c'est un peu dommage, mais ça reste regardable, même si je trouve que c'est trop long, qu'ils auraient pu en couper la moitié. Mais quand tu viens de Fury Road, c'est hyper décevant. Parce que Fury Road, c'était pas un Marvel ou un Star Wars de plus, c'était un chef-d'œuvre. Je trouve quand même, juste pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait que Miller arrive à montrer énormément de choses quasiment sans un mot. Ça, c'est lié aussi à sa fascination pour le cinéma muet.
dont il s'est énormément inspiré, en fait, où il s'est dit, le passage au parlant, ça a été tellement un changement un changement de syntaxe, en fait, dans le langage du cinéma, que c'était intéressant pour lui de revenir, même en faisant des films parlants, à un cinéma d'action qui pourrait se raconter uniquement par ses plans. Et je trouve, honnêtement, qu'on retrouve ça dans Furiosa aussi. Mais et là, moi, je trouve pas, justement. Je suis d'accord aussi qu'il est plus bavard, mais honnêtement, sur les scènes d'action, en tout cas, je trouve qu'on a ce même côté-là, en fait. Ouais, alors il y a tout sans rien dire. J'ai bien aimé perso, j'ai trouvé qu'effectivement c'était beaucoup moins bon que Fury Road, mais je n'y allais pas en me disant ça va être Fury Road en mieux, donc bon voilà, j'ai pas été trop déçu, mais j'ai trouvé que l'exercice du préquel, effectivement, c'est un exercice de funambule qui est très dur, de se dire il faut que les gens aient quelque chose de nouveau, et en même temps qu'on leur montre ce qu'ils connaissent, mais si on le fait trop, ça va vraiment faire des coups de coude trop appuyés, etc. Et donc là, j'ai trouvé que c'était bien dosé, justement, c'était une nouvelle histoire qu'on n'avait pas vue, on revoit une héroïne que moi perso j'ai adoré dans Fury Road et que j'avais envie de voir plus, donc franchement là parfait, enfin même si j'aurais bien aimé que ce soit encore Charlize Theron qui l'a joué, et en plus voilà, on nous parsème de on approfondit un peu mais c'est pas spécialement le lore, c'est que on voit un peu les décors qu'on laissait deviner dans Fury Road, et c'est assez agréable de voir justement Gus Town par exemple, pour ne citer que ça. Et aussi tous les autres personnages qu'on a aimés dans Fury Road, de les voir 20 ans plus jeunes. Je sais pas, moi je trouvais que c'était bien dosé là-dessus. Je pense justement que c'est ça l'erreur, et c'est pour ça que c'est particulièrement décevant. Moi j'ai beaucoup aimé l'origin story pour le coup, je la trouvais intéressante. Après je suis d'accord que le lore pour du lore et le fanservice pour du fanservice, c'est pas spécialement intéressant, mais quand ce lore lui-même l'est, moi ça me dérange pas. Ouais. Mais tu l'as trouvé intéressant ? Je l'ai trouvé intéressant. En fait, j'ai eu quand même un sentiment de lassitude qui est arrivé en deuxième partie de film. Parce que, bon, on est quand même dans ce trope de la figure de la femme forte qui évolue en plus dans une société très masculine et profondément misogyne. Mais on la voit vraiment, dans son monde original, s'en faire complètement arracher. Et c'est juste que t'as l'impression qu'à la fin, c'est une succession de scènes de souffrance, en fait, pour expliquer comment elle est devenue Imperator, comment elle est devenue... Et il y a un moment où j'étais là, c'est peut-être un peu trop... Il y a un moment, ça s'accélère. Ils veulent cocher toutes les cases. Je dirais qu'il y a eu peut-être quelques cases de trop en route, tu vois. Mais le début, moi, en tout cas, je trouvais ça super bien, vraiment. Ça fait un peu artificiel. Et puis je trouve, justement, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'on voit plus des décors, on voit plus de choses qui étaient juste laissées deviner dans le précédent. Mais pour moi, c'est justement une énorme faiblesse de Furiosa. Et une des raisons pour lesquelles, vraiment, je veux dire, quand je l'ai vu, j'étais énervé, quoi. À me dire, mais comment il a pu gâcher ce truc pareil? Stuart Miller, c'est pas un abruti, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ne pas comprendre, quelque part, tu vois, ça m'a rappelé, moi, le truc équivalent, c'est quand George Lucas, dans les préquels de Star Wars, avait rajouté les midi-chloriens. Le mec, il avait créé une mythologie extrêmement intéressante, qui avait une dimension très spirituelle, un peu floue, et il va lui donner une explication très rationnelle qui enlève une grosse partie du charme. Et pour moi, sur un mode différent, c'est un peu la même chose. Pourquoi les Mad Max marchent bien? C'est justement parce que c'est pas des films qui ont des lores, c'est pas des films qui se soucient de la continuité du monde ou quoi que ce soit, où t'as des encyclopédies, enfin, il y a sûrement des crétins qui font ça sur Internet, mais ce que je veux dire, c'est c'est des films ce qui était bien dans Fury Road, c'est qu'il y avait presque une dimension mythique. Tu vois, Gaston, t'en savais rien. Tu voyais que c'était détenu par un mec qui avait un peu le people eater, genre rien que son nom, qui avait un peu une tête de méchant du Monopoly. Tu dis, c'est une sorte d'incarnation du capitalisme, etc. Et il y avait un côté un peu mythique. Tu sais pas trop qui est ce mec. C'est des sortes de figures, un peu d'ailleurs, comment il s'appelle? Miller a beaucoup eu Jung en travaillant quand il a fait les premiers Mad Max, ça m'étonne pas du tout. Il s'est vraiment intéressé à ce de symbolique, etc. Et quand tu commences à dire, en fait, Gaston, c'est comme ça produit 40 000 litres de pétrole par jour, c'est plus un lieu mythique, c'est juste un décor. Et tu perds une partie de ce qui faisait le charme de Fury Road. Je suis d'accord avec toi en théorie, mais vas-y, Céline. Non, j'allais juste dire, avant ça, quand même un truc à savoir, c'est que quand George Miller a écrit Fury Road, quand il le coécrit parce qu'il l'a fait avec Nicolas Touris, il passe combien de temps? Il passe 15 ans dessus. Et en fait, il a pas juste écrit le script de Fury Road à ce moment-là, il a écrit justement ce qu'allait devenir le script de Furiosa. Il a développé l'histoire de tous ces personnages. Et c'est vrai qu'au début, en tout cas pour nous, tel qu'on a reçu Fury Road, ça n'avait pas forcément vocation à être explicité. Mais lui, c'est quelque chose qu'il avait en tête. Charlize Theron, elle avait déjà en tête tous les détails sur le personnage de Furiosa pour l'incarner au mieux dans Fury Road. Mais je vois ce que tu veux dire dans le côté un peu désacralisé en expliquant tout. Mais finalement, ce qu'a fait Miller, c'est juste révéler des notes qu'il avait déjà dans ses fonds de tiroir depuis un moment, quoi. En fait, moi, je suis assez d'accord en théorie que c'est toujours très puissant de laisser deviner des choses et qu'après, si tu soulèves le rideau et que tu dis, voilà ce qu'il y a, ça peut être un peu décevant, mais quand c'est mal fait, là en l'occurrence, moi je trouvais que c'était assez chouette de voir, par exemple, ne serait-ce que le canyon hyper verdoyant dont on parle un peu dans Fury Road,
et qu'on voit un tout petit peu là dans Furiosa, j'ai trouvé que c'était pas décevant, Gaston non plus. C'est un peu comme Rogue One dont on parlait, que je pense on a tous aimé ici. Oui, très bien. Où voilà, il y a ce truc qu'on laisse deviner, on dit il y a beaucoup d'espions botanes qui sont morts pour obtenir les plans. Rogue One dit bah voilà ce qui s'est passé, c'est pas décevant. Attention, les botanes c'est pour la deuxième étoile noire. Désolé de faire le nerd de Star Wars. Ah pardon. Okay. C'est la deuxième. Et après ça critique ceux qui font des encyclopédies Mad Max. Non, j'ai rien dit. Oh le geek. Ouh là là, nerd alert. Il en fallait au moins une. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas tant que c'est mal fait, parce qu'encore une fois, c'est pas mal fait, même si je te dis, j'ai eu du mal à tenir jusqu'au bout, mais c'est peut-être que j'ai une antipathie particulière pour les films d'action hollywoodiens très classiques, mais surtout, en soi, c'est pas un mauvais film, mais c'est juste que, pour moi, c'est inutile, en fait. Le sentiment que j'avais d'un bout à l'autre, c'était que c'était inutile. Voir le canyon verdoyant, ok, bon, après, tu sais déjà que le canyon était verdoyant, puisque Furiosa en parle quand elle va chercher le lieu vert, le Green Place dans l'original. Tu vois juste que c'est un truc qui a été déchu, tu vois les vieilles femmes là, qui sont les dernières survivantes, et est-ce que tu as besoin de savoir qu'autrefois on y mangeait des pommes? Bah, tu le savais déjà, en fait. Tu vois, qu'est-ce que ça apporte de le montrer? Bah, au-delà de l'aspect lore et de tout ce qui a été dévoilé, en tout cas, et qu'on ne pouvait que deviner dans Fury Road, enfin, quand même, les scènes d'action, en tout cas, on peut reconnaître qu'elles ont un certain mérite, tu vois. Je suis pas non plus complètement d'accord. Ah ouais, sur les scènes d'action? Ah ouais, non, moi j'étais complètement à fond dedans. Le problème, elles sont pas mauvaises et elles sont bien faites. Et George Miller sait filmer des camions qui se foncent dedans. Ça, je ne le remets pas en question, il y a aucun doute. Il sait placer une caméra sur un camion. Il sait placer une caméra sur un camion, là le mec, il le fait vraiment très très il sait faire ça bien. Mais le problème, c'est que je les ai trouvés justement, enfin on en parlera peut-être plus après quand on va parler un peu de la question, justement, comme tu disais, du cinéma muet, Buster Keaton, la matérialité, tout ça, il y a plein de trucs à dire. Mais je trouve justement qu'elle faisait plastique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est fascinant dans Fury Road, moi je vais pas non plus spoiler la suite du podcast, mais c'est qu'on a l'impression que les choses comptent, que chaque mort, chaque coup est important. Là, il y avait un usage beaucoup plus important des images de synthèse déjà dans Furiosa. Ça donnait quand même l'impression, rien que le fait que le camion soit tout net, bon évidemment, c'est expliqué dans le lore parce qu'il est tout neuf, tu vois, il vient de construire le Warrig, mais en même temps, ça résume bien le truc, tu vois. C'est que j'avais l'impression de voir un truc tout lisse, tout propre, à aucun moment il y avait le côté viscéral vraiment qu'il y avait dans les combats de Fury Road, quoi. Il s'est bien filmé, mais c'est bien filmé comme plein de films d'action, bon, un peu mieux que beaucoup de films d'action aujourd'hui sont filmés, quoi. C'est-à-dire que les mecs savent faire des images, il n'y a pas de doute. Mais là, c'est un peu mieux parce que c'est Miller, mais ça restait là, quoi. Ça n'allait pas à ce niveau du dessus. Enfin, moi, je vois Mad Max, là, quand je l'ai revu pour le podcast, j'ai fait l'expérience qu'avait suggéré Miller, je l'ai regardé en noir et blanc. Et c'est hallucinant. Le film en noir et blanc, je l'ai pas vu en noir et blanc, mais ça a l'air incroyablement bien. Ouais, je l'ai vu au ciné. Tu l'as vu, toi, ici? Ah, au ciné en plus, ça devait être incroyable. Furiosa en noir et blanc, ça n'aurait pas de sens. Ouais, c'est vrai. Moi, il y a le seul reproche que... Enfin, il y a quelques petits reproches qu'on peut faire au film, évidemment, c'est pas un film parfait, mais même pour moi, je veux dire, mais moi, c'est vraiment... Anna Taylor-Joy, elle m'a vraiment sorti du film. J'aime beaucoup Anna Taylor-Joy, c'est une super actrice, il n'y a pas de problème, mais juste, elle est tellement pas à sa place pour moi dans un univers post-apo. J'ai beaucoup de mal à la prendre au sérieux. Enfin, voilà, quand elle est apparue, vraiment, on a pouffé au cinéma. Tellement c'est incongru, quoi. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'elle fait très top modèle ou peut-être parce que je sais pas. Elle a un physique très éthéré, ouais. Oui, non, c'est clair que. Un peu chelou, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que par opposition à Charlize Theron, ouais, je la trouve moins crédible. Mais par contre, c'était la bonne surprise du film aussi, c'était de constater que ça reposait pas uniquement sur ses frêles épaules, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, on va, pour tenir notre timing, du coup, peut-être justement on peut parler de George Miller et de comment il filme les choses. Et Hélène, toi, tu voulais nous parler un peu de sa filmo chelou. Oui, mais parce qu'après j'ai aussi une fascination totale pour les artistes qui font des choses radicalement différentes. Et le parcours de George Miller est complètement dingue et en même temps va aussi expliquer un petit peu ce qui nourrit ses films. Mais donc à l'origine, il n'était pas du tout cinéaste, il était médecin urgentiste. Il devait démarrer un stage dans un hôpital. Et il y a une interview, un profil de lui assez passionnant sur le New Yorker. Si vous tapez New Yorker George Miller, je pense que vous tomberez là-dessus. Où il explique en gros qu'il était étudiant en médecine. Il avait pris un petit taf en attendant le début de son internat. Donc il a fait un stage il a bossé dans la construction avant de commencer son stage à l'hôpital. Et en fait, à ce moment-là, il y a une brique qui tombe de 14 étages au-dessus de lui et qui fait un énorme trou dans le sol. Et là, il se dit, OK, là, je viens d'avoir un sursaut existentiel, en fait. En gros, c'est un moment où il reconsidère un petit peu ses choix de vie. Et lui qui avait déjà un petit peu fait...
Enfin, il avait fait des films amateurs, notamment un film étudiant avec son frère. Il avait gagné une petite bourse, enfin un petit. En gros, il avait gagné accès à un atelier pour faire des films à Melbourne. Sauf qu'il considérait que c'était pas forcément quelque chose qu'il voulait faire parce qu'il se disait mais c'est impossible de faire carrière dans le cinéma. Et c'est le moment où en fait cette brique tombe qu'il se dit non mais vous savez quoi, je vais le tenter. et c'est fou parce que donc il a parlé à plusieurs reprises du fait que son passé de médecin urgentiste l'a vachement influencé dans son cinéma, en particulier Mad Max. Il a été confronté à beaucoup de corps à la suite d'accidents de la route. Bon, parce qu'il a grandi aux États-Unis. Dans les années 70, il y avait énormément de morts sur les routes. Enfin, il vivait dans le Queensland où il y avait une très très forte présence de la culture automobile, mais qui du coup, le contre-coup de ça, c'était la mortalité routière. Et le tout premier film qu'il fait, c'est un court-métrage, alors que malheureusement j'ai pas vu parce que c'est impossible de le voir, je pense, à moins d'avoir accès aux archives de la bibliothèque de Melbourne ou je sais pas quoi, mais c'est un court-métrage qui s'appelle Violence in the Cinema partie 1. Donc il y a beaucoup d'images qui circulent sur internet, donc on peut quand même avoir une idée de à quoi ça ressemble. Mais en gros, on suit un psychologue clinicien qui est assis sur un siège face caméra et qui se plaint en fait de la saturation de la violence au cinéma, va en gros critiquer la violence à des fins de divertissement pour les masses, en critiquant notamment les western spaghetti, en critiquant James Bond. Ce psychologue se fait tirer dessus par un type. Et en fait, le psychologue garde ce qui lui reste de visage pour reprendre son monologue et va ensuite, lui, se mettre à commettre tout un tas d'actes sadiques. On a déjà une espèce de violence décomplexée, en fait, dès sa toute première œuvre. Et ce qui me fascine, c'est qu'on peut pas non plus résumer George Miller à la violence dont il fait preuve dans ses œuvres, mais les autres cas dont je vais vous parler ont aussi une violence particulière qui m'a marqué. Ouais. Mais donc, il a fait Babe. Enfin, il a fait Babe 2. Il a travaillé sur le premier Babe, mais justement, quand on regarde Babe, enfin, moi, je l'ai pas rematé, mais le souvenir que j'ai de Babe, c'est le souvenir d'un personnage, d'un petit chien qui a des jambes complètement paralysées et qui mord dans d'atroces souffrances. Enfin, il y a déjà cette espèce d'image de la mutilation, même dans un film pour enfants. Et honnêtement, c'est tout ce qui m'est resté de Babe. Hein. Franchement, je suis incapable de vous citer quoi que ce soit qui se passe dans ce film, à part cette scène avec le Comme quoi, c'est une scène qui marche. Et c'est complètement une scène qui marche. Ah ouais, c'est hallucinant. Mais est-ce que Babe, c'est pas déjà un peu le proto Mad Max Fury Road, avec cette évasion de Babe pour moi, c'est ça. Du monde de l'abattoir. Non, il y a carrément une continuité parce que dans Mad Max 3, il y a une ferme, enfin une ville qui fonctionne avec du lisier de cochon. Ils font leur électricité comme ça. Et puis dans Mad Max 2, la figure du cochon est extrêmement présente aussi. Oui. Enfin, en tout cas, il a un truc aussi avec les contes animaliers, les fables allégoriques, où il parle souvent de la différence et de l'acceptation. Enfin, Babe, par exemple, c'est un cochon qui est destiné à terminer en charcuterie, mais qui du coup veut devenir berger et va se faire accepter petit à petit par les moutons. Happy Feet, je l'ai maté hier, franchement, je vous le recommande parce que ça faisait longtemps qu'on me disait il faut que tu regardes ce film. Mais quand tu regardes les trailers de Happy Feet, tu vois, il y a une espèce de... Enfin, comment dire, c'est de l'animation un peu chelou. Enfin, il y a une espèce d'allure générale un peu bizarre qui sort de Happy Feet. Mais le pitch, c'est un peu la même chose que Babe. C'est l'histoire d'un manchot empereur qui naît avec... en fait, en gros, il peut pas s'empêcher de faire des espèces de claquettes. Il a les pieds toujours contents, d'où le titre du film. Et il vit dans un monde où, en fait, tous les manchots empereurs ont une voix magnifique. Et ils trouvent l'amour comme ça, en fait. Ils vont chanter une chanson et trouver une personne qui est réceptive à cette chanson. Sauf que lui, ce manchot empereur en question, chante comme une casserole et est complètement exclu, en fait, de... Et le film prend des tournures assez sombres. Il y a vraiment des moments très très profonds sur la manière dont il se fait complètement ostraciser des autres manchots empereurs et où il est jugé complètement indigne d'amour. Est-ce que c'est un peu comme un Pixar au sens où même si on est adulte, on peut le regarder, on va pas non plus trop s'ennuyer? Ah bon, je pense justement qu'en tant qu'adulte, on s'ennuie pas du tout, mais je me demande, enfin moi je serais curieuse de quel aurait été mon avis si je l'avais regardé enfant. Parce que j'ai du mal, moi en tout cas, à voir ça. Bon oui, effectivement, c'est très très beau, l'Antarctique est magnifiquement représenté, enfin c'est d'ailleurs ça qui a donné envie à George Miller de faire Happy Feet, il voulait filmer l'Antarctique, quoi. Il voulait en tout cas faire un récit qui se déroule en Antarctique, enfin comme quoi il a quelque chose avec les étendues désertes, enfin les espèces de purgatoires terrestres. Mais je sais pas du tout parce que vraiment je pense que ce film m'aurait terrifiée petite. Peut-être comme Babe m'avait terrifiée. Ouais, je vois. Oui, vu que tu disais que dans Babe déjà il y avait une scène qui t'a marqué avec un chien.
Bon. Bah, de manière générale, quand tu montres de la mutilation à des enfants, de la mutilation d'un animal mignon à des enfants, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il a continué à le faire dans ses autres films. Donc même s'il a des revirements de carrière très étonnants, je veux dire, c'est quand même pas anodin de passer de Mad Max à Babe, puis Fury Road et Happy Feet, mais il y a quand même une forme de... Ouais, il y a des thématiques qui reviennent en permanence, quoi. Et justement, alors je sais pas si tu allais en parler ou si j'avance trop loin, donc n'hésite pas à me dire, mais en t'écoutant, je me demande qu'est-ce qui l'a fait revenir aussi à Mad Max comme ça 20 ou 30 ans après pour Fury Road? Alors honnêtement, aucune idée. Franchement, ça faisait longtemps qu'il voulait en faire, ça faisait très longtemps qu'il voulait en faire, mais il n'arrivait pas à le financer. En fait, c'est ça, le problème, c'est qu'il a toujours eu sa vision a toujours été, bridée par les moyens créatifs qu'il avait. Et en même temps, ça l'a aussi nourri. Tu prends le cas de Mad Max. Mad Max aurait pas été un truc post-apo qui se déroule dans le futur s'il avait eu la thune pour le faire. Parce que lui, à la base, il voulait faire vraiment un film à Melbourne, dans un contexte actuel, quoi. Mais ce qui est ouf de se dire qu'un mec qui a créé Mad Max, après, a manqué de financement pour ses films, quoi. Bah, le troisième a pas si bien marché que ça, je crois. Hein, oui, il faudrait revenir un petit peu sur Thunderdome. Ouais. Ce qui est un peu mérité, parce que c'est pas le meilleur, mais il est pas non plus honteux, mais il est moins bien que le 2. Ouais. Mais ouais, apparemment, il a pas trop marché. C'est pour ça qu'il a eu beaucoup de mal à réunir les financements. Surtout que Fury Road a coûté excessivement cher. Ouais, d'accord. Et c'est le cas aussi de Furiosa, qui a coûté très cher. Oui. Mais là, après Fury Road, il était plus tranquille, je pense. Et le bilan écologique, on en parle? Oui, ça a été un très gros problème pour Fury Road, notamment. Alors qu'en plus, l'écologie, je veux dire, il en parle dans ses... Alors que c'est un énorme sujet du film, en plus. C'est un des gros sujets du film, c'est tout le paradoxe, parce que ça a été tourné en Afrique, il me semble. En Namibie, ouais. En Namibie, voilà, et effectivement, le film a été accusé quand même d'un peu détruire un peu l'environnement avec toutes les bagnoles. Ouais, complètement. D'ailleurs, il est revenu carbone n'était pas positif. Ouais, c'était pas dingue, quoi. Mais il est revenu en Australie plus tard avec Furiosa. Oui. Ah, Furiosa Mad Max Stories, c'est filmé en Australie? Ouais. Ah, ok. Alors que c'était la Namibie, ouais, effectivement, pour Fury Road. Je pense qu'il l'a fait pour des raisons de coût aussi, hein, de le faire en Namibie. Oui, c'est ça. Là, il a eu plus d'argent après, mais je sais pas du tout ce que ça va signifier pour la suite, parce que c'est certain, par contre, que George Miller, il a un puits sans fond d'idées pour Mad Max. Et moi, je lui fais confiance, en tout cas, pour savoir... en tout cas faire d'autres films, mais maintenant, est-ce qu'il aura les moyens après l'échec de Furiosa? J'en suis pas certaine. Mais je voudrais juste revenir sur un dernier truc dans la filmo de George Miller. Je vais pas revenir sur tout, mais Babe et Happy Feet, ouais, c'est quand même des phases assez importantes. Mais il y a un truc dont on parle peu, c'est le segment que George Miller a fait pour le film La 4ème dimension. Pas la série, mais le film de 83 où il y avait en gros 4 réalisateurs. Il y avait Joe Dante, Steven Spielberg et John Landis, et qui faisaient chacun un petit segment. Okay. Et c'est fou parce que le segment de George Miller, moi honnêtement c'est un de mes préférés. On suit l'histoire d'un type qui est dans un avion en plein vol de nuit. L'avion traverse la tempête et lui voit une espèce de créature bizarre à travers le hublot et passe son temps en fait tout le voyage à hurler justement pour prévenir les autres passagers et l'équipage qu'il y a un danger en cours et personne ne le croit, quoi. C'est un moment extrêmement marquant et j'ai l'impression qu'il a eu pas mal d'influence aussi, notamment sur le jeu vidéo avec il y a Octavie Navarro qui avait fait un épisode des Midnight Scenes qui reprend complètement la trame de ce segment de la 4ème dimension. D'accord, ok, wow. Mais ce côté, tu vois, avoir envie de communiquer un sentiment d'urgence, en tout cas de vouloir alerter sur quelque chose, par exemple la fonte des glaces en Antarctique, l'absence d'eau, ou un gremlin à la fenêtre de son vol, c'est un truc aussi qui revient, quoi. Ouais, je vois. Ouais. Mais et juste pour revenir sur ce que tu disais avant, vous disiez il a beaucoup d'idées pour Mad Max, etc. Mais il a quand même 80 ans, donc il va pas en faire encore pendant 40 ans des Mad Max. Oui, c'est vrai, surtout qu'en plus, maintenant, il se met au jeu vidéo. Parce qu'il va être présent dans le jeu vidéo, dans le prochain jeu vidéo de Kojima. Ah, George Miller? Ouais, mais en tant que PNJ, tu vois, un peu comme Guillermo del Toro. Non, mais c'est terrible. Mais après, je sais que George Miller tient en très haute estime Kojima et avait déclaré, mais tu parleras du jeu vidéo plus tard, mais il avait déclaré qu'il aurait aimé que Kojima fasse le jeu Mad Max parce qu'il avait la vision nécessaire pour en faire quelque chose. Comme quoi, personne n'est expert dans plusieurs domaines. Voilà. Exactement. Il faudrait qu'il se tienne aux jeux vidéo, aux films. C'est ça. C'est ce que je pense de Carpenter aussi, hein, tu vois. Cela dit, de Death Stranding à Mad Max, il y a des points communs. Hein.
Oui, Il y a oui, des non, trucs mais tout à qu'on pourrait discuter. Hein. Mais c'est juste que la manière pour moi d'inclure George Miller dans un jeu vidéo, c'est le plus pertinent, c'est peut-être pas de le faire venir sous les traits d'un personnage. Ah oui, ça d'accord. D'un PNJ quoi. C'est bah non, c'est plutôt lui dire ouais, qu'est-ce que tu ferais toi en fait si t'avais les moyens de faire un jeu vidéo. Je suis sûr qu'il aurait des idées fascinantes quoi. Ouais. Mais de toute façon, peut-être qu'il va se retrouver à faire du jeu vidéo, puisque les films, là, comme on disait, donc Furiosa, ça a vraiment bidé. C'est-à-dire qu'ils ont à peine été à l'équilibre de leur budget de 168 millions de dollars. Bon, après, bien sûr, il y a la longue traîne, hein, ça va... Ils vont pas dormir sous un pont, les cadres du studio. Mais c'est Warner Bros. Mais du coup, ouais, on peut imaginer qu'ils vont pas forcément donner le feu vert au prochain projet Mad Max au cinéma, quoi. Je sais pas s'il est déjà dans les tuyaux ou pas, parce qu'à l'origine, je crois que le plan c'était de faire Furiosa et 2 films Mad Max, enfin, 2 films avec Mad Max, mais je sais pas où ça en est, en fait, si c'est en pré-prod, si c'est écrit... Ouais, je sais pas, mais c'est bizarre de... Enfin, pourquoi ça a bidé, en fait, d'ailleurs pardon, je reviens sur le sujet d'avant. Non, mais t'as raison. Furiosa. Bah, déjà, bon, je pense une explication simple, c'est le fait qu'un préquel, forcément, ce sera toujours plus niche que le retour d'une franchise 30 ans après. Enfin, en tout cas, Fury Road était attendu au tournant, et en plus, t'avais ce côté découverte pour plein de gens. Un préquel, faut vraiment être ultra fan, enfin, c'est directement adressé aux fans. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de prendre ce film comme ça, juste pour ce qu'il est. Tu le vois forcément à l'ombre de Fury Road, quoi. Oui, c'est vrai. Après, il y avait quand même des arguments pour lui, notamment le cast. Anna Taylor-Joy et Chris Hemsworth. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il joue vraiment bien. Vraiment cool. Ça, c'était des bons arguments aussi pour que le film marche. Oui, j'étais étonnée parce que moi qui suis pas particulièrement fan de Chris Hemsworth, j'ai trouvé bien en fait dans ce film, vraiment. Ouais, et je crois que lui-même était content en fait qu'on lui donne un rôle qui était pas juste le rôle d'un mec un peu musculeux, sans la moindre nuance. Là, il avait un perso un petit peu plus. Il a deux niveaux de pliage de sourcils pour montrer qu'il est. Ouais, voilà, il déborde pas de nuances non plus, mais voilà. il a dans son jeu d'acteur, oui, non, mais oui. Mais c'est pas juste un perso à muscles, quoi. Il a une importance en tout cas dans l'histoire. Quoi. Tu voulais il y a le fait que ça survienne. Ouais. Non, vas-y. Non, je disais juste, il y a aussi le fait que ça survienne aussi longtemps après Fury Road, quoi. C'est quand même 9 ans après. Ouais. Oui, pour expliquer que ça a bidé, ouais. Pour vous. Oui, voilà, ouais. Et je sais pas pour vous, mais enfin, j'en reviens à la campagne marketing qui me semblait assez foireuse. Je me souviens qu'il y a eu quelques trailers, mais justement, il y avait tellement de CGI là-dedans que ça avait dissuadé pas mal de gens à l'époque. Et à part ça, enfin, bon, on peut aussi, il y a aussi les problèmes plus larges, les changements d'habitude de fréquentation de salles de cinéma post-Covid, mais il y a pas que ça. Ouais, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des beaux succès depuis le Covid, même si c'est un peu de façon globale. Mais là, c'est un film autrement moins pop que Barbie ou. Ouais, je pense que le marketing a beaucoup joué. C'est vrai qu'il a été finalement pas tant mixé en avant. Comme tu dis, moi, c'est le bouche à oreille qui m'a découragé d'aller le voir, qui fait que j'aurais probablement pas vu si j'avais pas dû pour le podcast. Ouais. Parce que j'ai eu tellement d'échos négatifs, les gens qui avaient aimé Fury Road justement, que je m'étais dit, ok, bon, puis pareil, comme tu dis, le trailer qui faisait vraiment pas envie pour le coup, je me suis dit, bon, ça, je le verrai à l'occasion, tu vois, mais ça m'a découragé. Et je pense que j'ai un autre élément, mais ça, c'est dur à prouver, c'est la question de savoir le fait que ce soit que Mad Max soit pas présent et que ce soit une héroïne aussi. Parce que Mad Max, Fury Road est vachement intéressant, c'est un film quand même ultra féministe. D'ailleurs, il y avait, comment il s'appelle, le Eve Ensler qui était sur le tournage, comme l'autrice des monologues du vagin, comme consultante. Et d'ailleurs, elle disait, c'était assez marrant, parce que c'est un film qui était un film enfin, il y a peu de blockbusters aussi féministes, en fait, mais que ça a été glissé un peu discrètement dans un truc extrêmement macho, et on te vendait quand même, c'est un Mad Max, le héros c'est Mad Max, alors que, en le revoyant, moi les souvenirs que j'en avais, c'était vraiment que Furiosa était l'héroïne, et que Mad Max il servait à rien, quoi. En le revoyant, c'est pas vrai. Mad Max, c'est quand même un personnage aussi important que Furiosa dans le film, pour plein de raisons au niveau de la dynamique et tout, mais c'est pas le héros principal, quoi. Et donc, mais il est là, il est suffisamment présent pour qu'on dise c'est un Mad Max, il y aura des grosses voitures qui pètent et tout. Là, c'est un truc, ça va être une histoire d'origine d'une héroïne. Je sais pas si, j'en sais rien, hein. Je sais pas si ça a pu jouer. Si peut-être ça a un peu segmenté l'audience possible. On sait que. C'était pas un Fast and Furious, quoi. En tout cas, Furiosa, on sait que ça a été en grande majorité, je sais plus, j'avais les chiffres, mais c'est 72% d'hommes qui sont allés voir le Oui, c'est pas étonnant. Ouais. Mais après, il y a aussi le fait qu'il était sacrifié assez rapidement. Je crois qu'il est resté seulement quelques semaines en salle. Maintenant, il est juste dispo en VOD. Donc, mais parce qu'il marchait pas ou Ouais, parce que alors, le premier week-end avait été décevant. Ils se sont dit ça va peut-être partir après. Et au deuxième, ils se sont dit ok, on sacrifie. On arrête les frais. Ouais, ce qui est terrible. Moi, je
Du coup, on t'a coupé dans ton segment sur George Miller, Hélène. Non, mais moi... Ouais, enfin, je pense que j'ai dit une partie de ce que j'avais à dire, parce qu'on est déjà à 40 minutes, je me rends compte. Ok. Et ben du coup, les transitions sont pas très bossées, hein, excusez-moi. Et du coup, maintenant, c'est Agar qui va nous parler de son sujet. Tu décomptes le temps de parole aussi, c'est comme pour les présidentielles. Voilà, exactement. Donc, non, en fait, c'était, je trouvais intéressant, et notamment par rapport à ce qu'on a beaucoup dit. Ça rejoint un peu, c'est un peu dans la continuité de ce que dit Julie. Comme quoi, les transitions sont quand même travaillées. Quand tu dis que Miller a été médecin urgentiste pour commencer, et je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point ça se voit dans ce qu'il filme. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez commun dans beaucoup de grands réalisateurs de cinéma d'action. Je pense notamment à Verhoeven, je pense notamment quelque part à Cronenberg, qui, même si c'est plus quelqu'un qu'on associe à l'horreur, est quelqu'un qui a fait des choses très intéressantes dans le cinéma d'action, notamment avec Les Promesses de l'Aube, ou le thriller, ou History of Violence, justement. Le nom est bien choisi, d'ailleurs. C'est que c'est des gens qui savent vraiment ce que c'est que l'importance de la matérialité des corps. Tu vois, et c'est Cronenberg qui avait dit que quand il filme une mort dans son film, il faut voir que c'est la violence de la destruction d'un corps matériel. Et c'est-à-dire que on a tendance dans le cinéma d'action à avoir un côté, et ça c'est pas neuf, hein, ça date pas des images de synthèse ni rien, mais en gros les gens prennent une Kalachnikov, tirent sur des gens, ils tombent par terre, c'est des silhouettes, il y a tout pas est jetable. Tout est jetable, et puis surtout les gens ne meurent pas comme ils meurent dans la vie. Dans la vie, une mort c'est très rarement instantané. Dans les films, les gens ils tombent par terre, ils sont morts, quoi. Et les gens qui vraiment savent montrer la dureté, je pense que tu parlais de la torture du chien, et c'est un peu lié à ça, la mutilation du chien, montrer que la destruction d'un corps, c'est pas anodin, que la mort, la violence, ça peut être filmé, ça peut être intéressant, mais c'est pas anodin. Je trouve ça hyper intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, pour moi, est ce qui faisait aussi ce qui fait le génie un peu de George Miller de façon générale. Il y avait déjà ça au début de Mad Max 2, quand il y a une scène d'agression et de viol et de meurtre dans le désert qui est extrêmement violente. Ouais. Mais c'est principalement le cas dans Fury Road, où il y a une façon de montrer la violence de façon qui est déjà, le film est extrêmement violent, mais en même temps, la violence n'est jamais... Enfin, ça peut être jouissif parce que c'est incroyable ce qui se passe à l'écran, c'est filmé de façon prodigieuse, etc. Mais il n'y a pas ce côté, on ne jouit pas de la violence, elle n'est jamais anodine. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Et surtout, elle est toujours montrée comme quelque chose de pas normal. C'est-à-dire que les gens sont tous complètement fous. Les méchants sont tous tarés. Mad Max lui-même est taré. Furiosa, elle va pas très bien non plus. Ils sont tous un peu fous. Ils sont pris dans une sorte de folie collective. Et la violence, elle est jamais anodine. Il y a des gens qui sont blessés. Même, tu vois, lui, je pense qu'on peut le spoiler parce que c'est quand même un film qui a 9 ans. À la fin, quand Mad Max va sauver en fait Furiosa, déjà, quand elle est blessée, il y a tout un discours. C'est pas juste quelqu'un qui est blessé. On explique, voilà, elle a un décollement de la plèvre, elle fait un pneumothorax, etc. C'est vachement... c'est très détaillé, en fait. Il va la sauver en donnant son sang. D'ailleurs, le don du sang, c'est un truc qui est très, très fréquent dans les films. Dans le film, qui a une thématique qui revient. Et ça va permettre de la sauver. Lui est donneur universel, en plus, comme il est au négatif. Donc, ça joue dans la symbolique, etc. Il y a un il y a vraiment quelque chose de très présent dans la matérialité des corps dans ces films. Et pour moi, c'est aussi un truc qui fait le bon cinéma d'action. Et je reviens toujours à Verhoeven pour ça. C'est que la violence, c'est un truc c'est pas un jouet, quoi. C'est un truc qu'on le montre, mais avec une certaine gravité. Oui. Et je pense que c'est après, vrai aussi on en jouit quand même. Tu dis, elle est pas jouissive. On en jouit quand même. Bon, quand même, Fury Road. Oui, on en jouit quand même, mais je pense qu'on jouit aussi, parce que elle est pas gratuite, c'est ça. Puisqu'elle est pas jouissive, elle est pas gratuite. Et en plus, il y a cette espèce de jeu, je disais que moi, ça me fait beaucoup penser à Fitzcarraldo, Apocalypse Now et des films comme ça. C'est-à-dire que c'est des films qui supposent aussi une mise en danger des gens eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'ai vu les acteurs eux-mêmes, je veux dire. Sachant que quand j'ai vu Fury Road la première fois, sachant que c'est un film qui, pour le coup, contrairement à Furiosa, utilise très peu d'images de synthèse, on le voit, on se dit, mais comment ils ont fait pour pas tuer quelqu'un sur le tournage, quoi. Parce qu'il y a toujours ce côté, on va faire des choses qui sont physiquement éprouvantes, et ça va être dur, ça va être lourd. D'ailleurs, il y a une scène où on voit une voiture qui escalade après une explosion, où ils ont barré la route, où il y a un buggy de Immortan Joe qui essaye d'escalader un truc et il peine à grimper, etc. Ça m'a vraiment fait penser à Fitzcarraldo pour le coup quand il pousse le bateau, etc. Ouais. Il y a vraiment, il y a une matérialité des trucs, le monde autour d'eux résiste. Enfin, je trouve ça super intéressant. Et là, comme tu disais, c'est pas étonnant que ce soit un mec qui a été très inspiré par le cinéma muet, quoi. Parce qu'il y a un côté, c'est vraiment, ça fait Buster Keaton, en fait. C'est complètement ça, quoi. C'est le côté slapstick extrême où tu te dis, le mec, il se met en danger dans ce qu'il fait, mais ça fait partie du spectacle quelque part. Et je trouve ça vraiment fascinant. Et ça, c'est un truc qui,
était complètement perdu dans le cinéma d'action quand même depuis quelques temps, notamment sous l'effet de la marvelisation, de l'image de synthèse, etc. Ouais, c'est ça la généralisation de l'image de synthèse. Ouais. C'est ça, et voir qu'un vieux papy de 70 ans débarque devant tous les cinémas d'action hollywoodiens et dit bah, je vais vous montrer comment on fait, et on obtient un truc qui fait que t'es accroché à ton fauteuil d'un bout à l'autre, et alors que la plupart des films d'action sont complètement interchangeables, les plans n'ont aucune importance, etc. Je trouvais ça vraiment, vraiment super intéressant. Oui, parce que c'est sur la mise en danger des acteurs. Et quoi Pardon, je suis juste j'ai un type et sa femme d'ailleurs, puisque c'était la femme de George Miller, Margaret Sixel, qui avait fait le montage de Fury Road, qui participe beaucoup à la Ah oui, c'est clair. Et au succès du film. Le montage. Et la musique de Junkie XL aussi, qui est complètement dingue, et qui fait une grosse partie du film. Donc je trouvais ça quand même vraiment très intéressant, parce que, et notamment aussi le fait qu'il y ait justement cette volonté d'économie, en fait. C'est-à-dire que tout est raconté uniquement par l'action, par les mouvements, par les rapports entre les personnages. Et enfin, c'est un film que, en le revoyant justement pour le podcast, là, je me suis dit, mais c'est incroyable la richesse de ce truc. Qui est finalement, si tu regardes, c'est une course dans le désert qui dure 2 heures, et tu as une richesse thématique absolument folle, quoi. Notamment le coup typique de l'évolution de Nux, qui est le personnage, c'est un des Warboys de Immortan Joe, qui va finalement passer dans le camp de Max et Furiosa. Et là, je trouve que en tout, ce mec, il doit avoir 1 page de dialogue, je pense, sur tout le film. Même pas. Et en termes de complexité, non seulement dans son cheminement émotionnel, mais presque dans le cheminement politique. C'est un mec qui était complètement radicalisé, comme on dirait aujourd'hui, et qui va sortir de ça. Oui, il va finalement parvenir à une forme. Voilà, ah oui, complètement. Hein. Il va venir une forme de quelque part de rédemption, qui fait que il y avait tout le côté de dire on va se sacrifier pour Immortan Joe en disant witness me, parce qu'il fallait montrer qu'on était digne. Voilà, faut que quelqu'un vous soit témoin de ta mort. Et à la fin, il va se sacrifier en disant à la femme dont il est un peu tombé amoureux quand même, witness me, et le mot change complètement de sens. C'est un témoignage d'amour, du coup. Et je trouve ça, avec 3 mots, il arrive à faire un truc qui écrase, en termes de développement psychologique et politique, vachement de films contemporains, quoi. Je trouve vraiment que ce film, et c'est pour ça que je dis, Fury Road, vraiment, je le place vraiment très très haut, et pas uniquement dans le cinéma d'action, mais dans le cinéma en général, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il est. Non, mais j'allais juste dire que c'est vrai qu'il est excessivement doué aussi, Miller, pour créer des personnages taiseux, dont on devine la psychologie dans les actions. Bah, Max, en fait, je me rends compte, on en a très peu parlé de Max, en fait, quoi, qui est vraiment un personnage qui est ultra calme, enfin, je veux dire, qui est ultra stoïque. C'est un personnage nul aussi, enfin, qu'on entend peu pas parler. Max qui est intéressant dans les films Mad Max. C'est vrai. Oui, pas nécessairement. Ouais. C'est vrai que c'est pas nécessairement le plus important. Mais justement, moi, je trouve ça bien, justement, d'avoir un perso sur lequel on peut projeter toutes sortes de choses et qui va quasiment jamais rien dire, quoi. Mais c'est pour ça qu'on disait qu'il y avait un côté western, mais il y a un peu ce côté-là. Il y a un peu le côté western, Zorro, Vengeur masqué, tu vois. C'est un mec qui vient de nulle part, on sait pas trop qui il est. On a sa petite backstory quand même. Hein. Voilà, on sait que c'est un ancien flic. C'est un ancien flic qui mange de la bouffe pour chien, quoi. Mais en gros, c'est tout ce qu'on sait de lui. Et d'ailleurs, on le revoit manger de la bouffe pour chien dans L'Arme Fatale, Mel Gibson, je suis très étonnée. Bon, de toute façon, Mel Gibson mériterait un podcast à lui seul. Mais sur la question de la destruction du corps, il y aurait des trucs à dire sur Mel Gibson aussi. Ouais. Mais ouais, donc c'est vrai que c'est juste une sorte de vengeur masqué qui arrive là, qui fait le bien dans une communauté et il part. Et lui, en fait, c'est vrai qu'en effet, il est pas très important. Ouais, et c'est vrai que pour rajouter à la question de la matérialité, c'est vrai que tu l'as dit, il y a la question des images de synthèse. Où, il y a beaucoup quand même d'images de synthèse, de CGI qui a été utilisé y compris dans Fury Road, mais qui a été bien utilisé, qui a été utilisé de façon plus invisible que dans le reste des blockbusters ou même du cinéma d'action, où on a l'habitude d'utiliser la CGI vraiment de façon, très visible, quoi, un peu exagérée, en se disant c'est pas grave, et alors que si, en fait, c'est grave. Mais c'est pas tant qu'elle a été utilisée de façon invisible, parce qu'il y a par exemple, quand on arrive dans la grande tempête, là où il se jette au début, on se dit, ok, c'est clairement une image de synthèse, quoi. Mais c'est qu'elle a été utilisée de façon intelligente. Par exemple, utiliser de l'image de synthèse pour représenter cette tempête gigantesque qui est prodigieuse sur écran, c'est vachement intéressant. C'est comme quand Nolan fait une vague gigantesque dans Interstellar, c'est intéressant parce que visuellement, ça fait quelque chose de bien. Et ça, c'est un bon usage de la CGI. Par contre, quand tu utilises la CGI pour le combat, et que du coup, tu vois quelque part que les mecs se tapent dessus devant un fond vert, même si en fait, t'as un décor à l'écran, là, tu perds ce qui fait l'intérêt d'un combat dans un film d'action, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le film, il y a, je crois que c'est plus de 2000 plans avec des images de synthèse. Donc, c'est pas étonnant. Quand on critique les images de synthèse, il faut aussi préciser qu'on ne parle pas forcément de
l'image de synthèse qui retire à Furiosa son bras pour mettre à la place une prothèse. Mais voilà, mais ce qui aurait été dans d'autres films faits justement en post-prod, en image de synthèse, là c'est des vraies cascades par exemple. Ouais. Et dans le reste du cinéma d'action, il y a aussi un peu eu cette trend-là avec, c'est toi qui en parlais, je crois, le dernier Top Gun. Ouais, Top Gun est intéressant. Bon, le problème de Top Gun, c'est qu'il y a des moments où ils sont dans l'avion, et là, qui sont hyper intéressants, parce que justement, là, il y a vraiment aussi encore ces trucs à la fois très très matériels et le côté, une forme de mise en danger des acteurs eux-mêmes, quoi. Et on retrouve un peu cette dynamique très qui est propre, je pense vraiment au cinéma d'action, qui fait un peu sa qualité. Le problème, c'est qu'ils sont pas tout le temps dans l'avion, et parfois ils descendent et ils parlent. Et là, ça rend le film un peu plus pénible. Parce que même s'il est dans quand le cas de même Maverick en tout cas, mais parce ouais. que, honnêtement, ça m'a beaucoup moins dérangé dans le premier, mais peut-être parce que les dialogues m'intéressaient plus ou que j'ai plus d'esprit critique depuis, je sais pas. Ah ouais, putain, moi j'ai trouvé que le premier était encore pire. Enfin, on va pas parler de Top Gun ici, c'est pas le sujet. Oui, non, on pourrait faire un sujet dessus aussi. Ouais, j'ai trouvé que le premier était pire. Enfin, le deuxième est quand même mieux écrit que le premier, mais ça reste quand même douloureux, quoi. Ça reste quand même douloureux. Ah, t'es dur. Parce que justement, c'est le moment où les gens parlent, en fait, et au lieu de montrer. Et ça, c'est un grand péché quand tu veux faire une sorte de... Enfin, quand tu fais du cinéma, en fait. Ouais, mais justement, il y a une espèce de forme d'arrogance, en tout cas, de la part de... Enfin, je sais pas si t'avais lu le reportage sur l'école de... l'école de pilote, justement, dont est inspiré le film Top Gun. Bah, Top Gun. Où c'est ultra intéressant en fait de voir comment la manière en tout cas de parler des élèves vraiment qu'on forme en disant vous êtes l'élite de la nation, vous êtes les meilleurs pilotes, etc. Enfin qui sont dans une sorte de truc de réussite, ont une manière de s'exprimer entre eux. Enfin je pense que c'était intéressant de la montrer et de la mettre en scène dans Top Gun aussi quoi. Au-delà de leurs actions quoi. Mais c'est tout bonnement invivable. Il y a la façon de le montrer quoi. Il y a la façon de le montrer. Je trouve que des fois, on peut montrer même tu vois, l'arrogance de quelqu'un ou sa façon de parler sans forcément avoir besoin de faire des longues scènes de dialogue. Oui, la seule scène que j'ai trouvée belle dans Top Gun, au terme d'échange entre des personnages oral, on va dire, entre guillemets, c'est la scène où il retrouve son ancien pote qui est devenu, j'ai oublié son nom d'ailleurs, qui est devenu muet à cause d'un cancer, et il lui parle et l'autre répond en écrivant. Et cette scène, j'ai trouvé assez belle, mais c'est la seule en fait où j'ai trouvé vraiment, il y avait un côté, le reste du temps, c'était assez interchangeable. Et pour en revenir au Mad Max, pour faire le lien aussi avec ce qu'on disait juste avant, et aussi au tout début où on se disait c'était quoi votre rapport à Mad Max, moi c'est un peu... Enfin, j'ai jamais été très film d'action, et j'avais chez moi des VHS quand j'étais ado, des VHS, voilà, des grands classiques, des films d'action avec Schwarzy des années 80-90, sauf les Terminator du coup, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais oui, c'est vrai. T'avais pas les Terminator ? Non, j'ai jamais vu les Terminator. Toujours pas aujourd'hui ? Non, toujours pas aujourd'hui. On fera un podcast plus tard si tu les mates. Faut que tu vois les deux premiers. D'en parler. Et comme ça, tu pourras dire enfin que en fait, en effet, j'ai raison. Et le premier est meilleur que le deuxième. Voilà, je suis d'accord avec ça. Je pourrais trancher le débat enfin. Oui, voilà, c'est ça. Il nous faut un avis pour trancher, définitivement. Et du coup, moi, j'avais une vision un peu obsolète en fait du film d'action comme un truc voilà avec des grosses explosions, des mecs avec des gros muscles et justement sans cette matérialité dont tu parlais Sebum. Et c'est en voyant du coup Fury Road en 2015, c'est ça, que je me suis dit ah ouais non mais en fait d'accord, les films d'action il y a un avant et un après. Et après, et même avec d'autres films comme John Wick qui suivent un peu cette thématique-là, je trouve. John Wick, le premier est très bien. Ouais, le premier, bien sûr, oui, dans les suites, voilà. Mais on voit aussi le chemin qu'a parcouru le film d'action grâce à des films comme Fury Road. Après, dire que tu t'es réconcilié avec le film d'action en voyant Mad Max, c'est un peu comme dire je me suis réconcilié avec les pizzas parce que j'ai mangé chez un chef qui a fait une pizza à 70 balles, quoi. C'est quand même une exception, Mad Max, quoi. C'est pas la norme. Oui, c'est sûr. Oui, mais ça m'a montré que je pouvais accrocher, en fait, tout simplement, ne serait-ce qu'à l'esthétique. Alors que jusque-là, il n'y avait aucun film d'action. Encore une fois, j'étais pas un expert de toute façon, qui avait réussi ça, quoi. T'as vu Piège de cristal ? Oui, bien sûr. Oui. Piège de cristal est un très bon film là, d'action. On est dans la crème du cinéma d'action aussi. Ouais. Predator, Matt Tiernan en général, c'est quelqu'un qui comprend comment faire un film d'action. Mais parce que Piège de cristal, il y a ce truc que moi j'aime beaucoup dans les films d'action, et ça rejoint ce que tu disais avant sur Fury Road, c'est quand les ennemis ne sont pas des voyous sans visage et sans nom qu'on peut déquiller à la quinzaine, par quinzaine. Dans Piège de cristal, il y a un nombre fixe de terroristes dans la tour qui est pas très élevé d'ailleurs, ils sont pas beaucoup au final.
Ouais. Et vraiment, chacun d'entre eux est une vraie menace, et en avoir tué un, pour le héros, c'est une vraie victoire, quoi. Et ça change vraiment les enjeux du film, etc. Ils sont tous incarnés et charismatiques. Oui, c'est tous des personnes, quoi. Et dans Fury Road, il y a ce côté nombre fini de poursuivants, en fait, du camion, qui fait que quand tu dégages une voiture, tu te dis, ah, ok, bon, bah, ça fait ça en moins, ça a un vrai impact, quoi. Ouais. Je sais pas s'il y avait d'autres trucs que tu voulais dire, c'est même sur le sujet. Je crois que c'est bon. Peut-être si revenir, le problème c'est que je sais pas si on pourra poster des liens pour accompagner le forum, pour accompagner le podcast, je veux dire. Ouais, mais il y a un article auquel je reviens tout le temps sur l'évolution du cinéma d'action qui est super intéressant. C'est un article qui s'appelait Everyone Beautiful and No One is Horny, qui a été publié sur qui est un film un article vraiment passionnant, qui parle de la scène de la douche dans Starship Troopers, que tout le monde a retenu parce que c'était la scène où il y a tous ces gens beaux et nus, jeunes, hommes et femmes mélangés, etc. Ouais. Et cette scène, et donc il parle de ça, et il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que, voilà, c'est une scène où les gens sont tous en train de parler de faire la guerre, alors que c'est des gens jeunes, très beaux, tout nus les uns à côté des autres. Personne, en même temps, c'est totalement désexualisé. Et Verhoeven savait très bien ce qu'il faisait quand il a fait cette scène. C'était un moyen de dire, en gros, leur libido, elle est orientée vers le fascisme, tu vois, et plus du tout vers la sexualité. Et après, il parle de cette scène pour s'interroger sur le fait de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans les films de blockbuster, les femmes sont plus minces qu'elles n'ont jamais été, les mecs sont plus baraqués qu'ils n'ont jamais été. D'ailleurs, c'est marrant quand on voit les héros de films d'action des années 90, à part Schwarzenegger et Stallone, on dirait des freluquets aujourd'hui. Et donc il dit pourquoi est-ce qu'alors que les gens ont des corps de plus en plus parfaits, il n'y a plus du tout de sexualité ou d'érotisme ou de charge érotique dans les films. Ah bah ce qui est à fond dans Mad Max. Enfin, je veux dire, les personnages féminins qui sont vraiment cantonnés à des rôles de pondeuses ou de génitrices, quoi. Il y a vraiment pas du tout de... Ah, mais je trouve pas, justement, je trouve qu'au dans Mad Max, il y a un côté extrêmement sexuel. Alors même s'il n'y a pas, heureusement, de relations amoureuses entre les personnages qui auraient été Ce que je voulais dire, c'est que la sexualité n'est jamais montrée à l'écran. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Ah oui. La sexualité n'est pas montrée à l'écran, mais je trouve justement que la question du rapport au corps, notamment au désir, etc., est hyper présente dans Mad Max, même si elle ne se concrétise pas, heureusement, parce qu'on a un peu échappé au cliché du film d'action où chaque fois le mec emballait la blonde avant la fin, quoi. Ouais. Mais en même temps, c'est présent. Et alors que dans beaucoup de films d'action type Marvel, etc., les gens, ils n'auraient pas d'appareil génitaux, ce serait pareil, quoi. Et je trouve ça vraiment fascinant. Et donc cet article est vraiment très très bon parce qu'au-delà de la question de la sexualité, il montre comment, en fait, finalement, le cinéma d'action s'est peu à peu désincarné. Ce qui est marrant, si tu regardes le premier Terminator, tu verras justement que la question de la fragilité du corps et de la sexualité est vraiment présente dedans. Et c'est marrant de dire que, non, vraiment, voilà, c'est un bon film. Et de voir que finalement, en fait, c'est comment on en est arrivé là, en fait. Et c'est un très bon article pour comprendre l'évolution du cinéma d'action, je trouve. Et c'est sur quel site ? C'est sur un site qui s'appelle Bloodknife. Bloodknife.com, ouais. Okay. Mais on postera le lien, ce sera plus pratique, je pense. Si on y arrive, ouais. si on y arrive, on y arrivera. C'est ça. Peut-être plus tard, on aura une biblio, tu vois. Aujourd'hui, on sait faire des choses. Non, c'est everyone is beautiful and no one is horny. Donc tout le monde est beau, mais personne n'a envie de baiser, en gros, on pourrait dire. Et c'est le titre de l'article, et il est vraiment, je vous encourage vraiment à le lire si vous vous intéressez au cinéma d'action et au corps dans le cinéma d'action. Ok. Et moi, pour clore ce podcast, je voulais passer quelques minutes à vous recommander le jeu Mad Max de 2015, qui est sorti à peu près en même temps que Fury Road, et dont le développement, d'ailleurs, je pense, à mi-parcours, ils se sont rendus compte que le film était sorti et était génial, et ils ont vite reskiné les méchants du jeu pour faire un peu un lien avec Fury Road, mais bon, c'est un peu ténu. Je sais pas si vous y avez joué à ce jeu-là. Non, moi, j'ai pas joué du tout. Il est très bien. Il est un peu répétitif, quand même, sur la longueur, mais il est très bien. Ouais, il est super bien. En gros, Hélène, tu incarnes Mad Max qui arrive dans un désert et qui doit explorer et conquérir du territoire en vidant des bases d'ennemis qui sont un peu tous des variantes des Warboys ou alors des Scavengers, etc. Il est notamment... Alors, il y a 2 points vachement bien dans ce jeu. Le premier, c'est qu'il est vraiment orienté exploration et conduite. Et notamment, il y a des combats en véhicule qui sont les meilleurs combats de véhicules que moi j'ai jamais fait dans un jeu vidéo. Surtout que souvent, les combats de véhicules dans un jeu vidéo, c'est chiant. Là, je suis en train de faire Cyberpunk 2077. Il y a des phases où tu te fais poursuivre. C'est un GTA-like, hein. Tu te fais poursuivre
par des gens, et donc tu dois sortir ton flingue, faire pan 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 sur les gens qui te suivent. Trop chiant. Alors que là, justement, t'as des bagnoles, elles sont super bien faites, tu vois, elles volent sur les dunes, t'as les suspensions qui encaissent les chocs, etc. Et t'as plein d'armes. Tu peux arracher les portières avec des harpons. T'as un harpon, t'arraches leur roue, elles continuent avec 3 roues comme elles peuvent. Enfin, c'est trop cool. Et puis, il y a tout un truc sur le fait que tu améliores ta voiture au fil de l'aventure. Tu peux vraiment la customiser comme tu veux. Oh là là. Donc ça, après Pacific Drive, c'est le genre de jeu que j'ai envie de faire maintenant. Ah bah voilà, exactement. J'ai tellement aimé. C'est un peu le proto Pacific Drive, on peut le dire. Et le deuxième truc qui est trop bien fait dans le jeu et dont on parle pas assez, parce qu'il faudra en parler tous les jours, c'est à quel point il a réussi le désert. Parce que effectivement, ça devait être un challenge de faire un jeu en monde ouvert dans un désert post-apo, parce que y a rien par définition. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'il arrive à te motiver à l'exploration ? C'est juste que donc c'est les développeurs des Just Cause qui ont donc Avalanche, qui ont un très très bon moteur pour faire des décors en fait tout simplement. Et eux, ils ont réfléchi à toutes les formes différentes que peut prendre le désert. Et donc à la fois tu as un superbe désert de dunes, tu vois, le Sahara de cartes postales, mais bon, post-apo quand même. Et en même temps, tu as des espèces de marécages tout secs avec du pétrole qui suinte. T'as un désert de roches avec des canyons. Et aussi, la météo change tout ça. T'as des tempêtes exactement comme dans Fury Road, des superbes tempêtes vraiment magnifiques qui viennent avec des éclairs qui viennent frapper les véhicules parfois juste à côté de toi ou ton véhicule. Et je me rappelle aussi de scènes, même en intérieur, qui sont très réussies, où il y a une scène où tu explores un aéroport qui est enseveli sous le désert de dunes de sable. Oh. Et pendant que tu l'explores, il est plus ou moins en train de s'effondrer, je crois, et donc tu vois le soleil qui perce et le sable qui est en train de s'effondrer sur toi. Magnifique dans cet aéroport plongé dans le noir. Donc très réussi là-dessus, et il y a des phases de combat au corps à corps qui sont pas trop dégueulasses, qui rappellent un peu les phases le système de combat des jeux Batman, avec un système de contre, etc. Même si effectivement il a un gros défaut, c'est ce que t'as pointé tout de suite, c'est Agar, hein, c'est que faut beaucoup grinder, voilà, c'est un peu répétitif. T'es tout le temps en train de te dire « Ah non, je vais récupérer ce bidon d'essence et ces 3 vis. Comme ça, j'aurai 1300 vis, je pourrais m'acheter mon nouvel upgrade. » C'est un peu chiant là-dessus. Après, c'est réaliste, c'est la vie des gens dans Mad Max qui passent leur temps à grappiller de l'essence par terre. Hein, donc, oui, c'est vrai. Vraiment, c'est fidèle au film, quelque part. Oui, c'est une simulation, voilà. Donc, voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup, si jamais vous voulez prolonger l'expérience Mad Max après ce podcast, de l'installer ou de le réinstaller. C'est un jeu qui est magnifique, avec des séquences très très réussies. On peut parler de Rage aussi, hein, notamment Rage 2, qui n'est pas aussi bon. Mais Rage 2, c'est un qui était c'est un FPS pour très inspiré par. C'est un FPS, mais très inspiré par Mad Max aussi, hein, avec post-apo, véhicules et flingues, voilà. En tout cas, c'est sûr qu'il y a Full Throttle alors. J'en refous une dessus parce qu'effectivement, enfin juste, tu regardes juste la cinématique d'ouverture de Full Throttle, enfin c'est Mad Max quoi. Enfin c'est la narration. Dans la narration un petit peu mélancolique et le côté route vide, mais aussi dans la manière dans les angles de caméra. En fait, t'as vraiment le même côté. On fout une caméra sur des véhicules en direct, quoi. Et puis les véhicules. Bon, et les véhicules évidemment. C'est que des motos bricolées avec des crânes partout. Faut jouer à Fallout 2 si on va par là. Voilà. Ah bah oui, non mais t'as le droit, hein, franchement, ouais. Oui, je pense que c'est pas mal de faire une sélection thématique en plus. Voilà. Là, du coup, les gens auront bien de quoi s'occuper. Écoutez, merci beaucoup Agar, Hélène Ripley, d'avoir été avec moi pour faire ce premier épisode du podcast hors série de Canard PC. On est pile dans les temps. On est super. On est très fort. Hein. Enfin, on est super. Non, j'étais juste en train de me dire, c'est vrai qu'on a cette tendance à la digression et je me suis dit, attends, là on fait un podcast pour canaliser nos digressions. Est-ce qu'on va digresser dans la digression? Et finalement, je trouve pas tant, donc c'est cool. C'est vrai qu'on purge un peu nos digressions en les mettant dans ce podcast. Peut-être on fera des émissions Canard PC plus focus après, qui sait. Bon, on fera toujours des liens forcément avec les autres formes artistiques, voilà. n'est-ce pas? Écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et de soutenir, forcément si vous l'écoutez, de soutenir Canard PC sur Ulule. Merci beaucoup et bisous, à la prochaine. Oui, gros bisous. Au revoir. Ciao.